L'idée, c'est que, avec ce traitement qui est fait en local, aucune donnée sensible ne fuite, si ce n'est la donnée émotionnelle, qui permet pas en retour de réidentifier la personne. Bienvenue dans Minds and Machines, le rendez-vous de la technologie au service de la santé mentale. Animé par Arnaud Bressot, développeur IA et passionné de psychologie. Rejoignez-nous à chaque épisode pour découvrir des innovations, des spécialistes et des histoires inspirantes. Aujourd'hui, un épisode avec Tanel Petlot, cofondateur de Emobot, qui propose des solutions pour suivre en continu les troubles de l'humeur grâce à l'IA. Au programme de l'épisode, une plongée dans le domaine des startups du domaine médical. Eh bien, bonjour Tanel, bienvenue dans le podcast. Bonjour Arnaud. Raconte-nous un peu du coup, qui est-ce que tu es? Alors donc je suis, Tanel, T-A-N-E-L. Je suis français. Je suis un ingénieur de formation. J'ai fait, Centrale Supélec, donc plutôt ingénieur généraliste. J'ai un diplôme, en aéronautique, en aérospatiale précisément, et ensuite j'ai terminé mes études aux États-Unis à côté de San Francisco, à Berkeley, donc à l'université de Berkeley, UC Berkeley, et là je suis diplômé, Space Engineer, voilà, de ce et donc moi, ma compétence, en réalité, c'est plutôt l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, même, en tant qu'ingénieur, aujourd'hui, la plupart des formations, dans n'importe quelle, sous-verticale, par exemple, comme l'aéronautique, on fait quand même beaucoup d'IA, et c'est plutôt ça, moi, qui m'a plu, voilà, dans mes dernières années d'études. Et qu'est-ce qui a fait que du coup que tu t'es orienté vers le spatial et l'aéronautique? C'est que depuis petit, je voulais devenir pilote, et c'est ça qui m'a guidé, je crois, jusqu'à mes 18 ans. Bon, j'hésitais entre faire pilote et faire, professeur de mathématiques, je crois, ou de physique plutôt à un certain point, et puis un jour, une connaissance très proche m'a dit: «Mais Tanel, avec le cerveau que tu peux pas faire, chauffeur, dans les airs, quoi». Donc il m'a dit: «C'est faire comme chauffeur de bus dans les airs». Donc bon, j'ai rien contre les chauffeurs de bus, mais en tout cas, ça m'avait assez interpellé. Je me suis dit effectivement, OK, en ayant observé des pilotes, je me suis dit: «Bon, c'est un peu redondant, et peut-être que je peux aller chercher à aller améliorer la connaissance dans certains domaines plutôt que faire, pilote, quoi». Et du coup, à la base, qu'est-ce qui t'avait inspiré cette voie-là? Enfin, que ce soit du coup pilote ou professeur? Alors pilote, je pense que c'est, un peu des rêves de petits garçons, et puis, je trouvais qu'on avait beaucoup de prestance, les pilotes, quand tu les vois dans les terminaux d'aéroports, c'est toujours assez impressionnant, et puis ils sont généralement beaux gosses en plus, donc je dis: «Bon, c'est un peu le Graal». Et puis avoir un bureau dans les airs, ça m'avait attiré, et après pour l'autre partie, être enseignant, parce que je voyais que je pensais avoir une facilité dans le fait de transmettre, et que pour moi le Graal, le plus noble possible, c'était ça en fait, être professeur d'université. C'est-à-dire à la fois, enseigner et à la fois faire de la recherche, et donc c'était vraiment mon rêve, enfin c'était, voilà, les 2 rêves, voilà, et donc je ne fais aucun des 2, même si je pense que je transmets et que je suis toujours dans les airs, je fais aucun de ces 2 métiers. Ok, bah c'est une parfaite transition pour la suite. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui, moi, je suis, entrepreneur, donc ça va faire, 3 ans maintenant que je suis entrepreneur, et donc j'ai 25 ans, et l'idée, c'est que, j'ai cofondé il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et un pouillème, Emobot, voilà, une société, en santé, numérique. Donc on fait des dispositifs médicaux qui permettent d'estimer de manière automatique et de suivre l'humeur des patients, et donc on résout des problématiques pour le système de santé, en particulier en psychiatrie, en santé mentale. Et donc j'ai cofondé avec 3 autres associés, le 4 avril 2022, cette société, après avoir cofondé une première start-up, qui avait fait un échec, et heureusement d'ailleurs, et en fait fin 2021, j'ai rencontré justement mon premier cofondateur, et c'était le début de cette aventure. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'entreprise que tu as lancée qui a échoué et peut-être les leçons que tu en as tirées? Ouais, ouais, complètement. Alors c'était ma première start-up qui s'appelait Femi, F-E-M-I, parce qu'en grec Femi, c'est une injonction, ça veut dire «parle», et en fait on voulait avec, mes cofondateurs de l'époque, dont un de mes cofondateurs actuels, Samuel Lerman, notre CPO, on voulait faire un réseau social émotionnel. Alors en fait, peut-être ça va guider un peu notre conversation, mais moi ce qui m'intéressait en école d'ingénieur, c'était la capacité des machines à apprendre les émotions des humains, et les émotions de manière générale dans la vie, et même aujourd'hui c'est quelque chose qui me drive, comprendre, qu'est-ce qui influe sur mon niveau de dopamine, ou de sérotonine, dans mes journées ou en soirée, et donc à l'époque, on s'était dit: «Bah, les réseaux sociaux, franchement, ça va dans la mauvaise direction», donc on était assez naïfs. Enfin, ça va vraiment dans la mauvaise direction, mais à l'époque, on pensait qu'on pouvait améliorer les réseaux sociaux, et en fait, on n'avait pas compris que les réseaux sociaux, c'était plutôt, des algorithmes très puissants de recommandation, et ensuite un contenu qui appuie l'algorithme plutôt que l'inverse, et donc on voulait faire un réseau social émotionnel basé sur la voix, parce que pendant le confinement en 2020, on s'était rendu compte qu'avec Clubhouse qui était sorti,
Il y avait un intérêt à, avoir des interactions uniquement vocales, notamment parce que ça prend du temps d'écrire sur le téléphone, et qu'on voyait les gens s'envoyaient de plus en plus de vocaux sur les réseaux sociaux. Et on s'était dit: «Bah, on part de là, on va rajouter les émotions, la transcription des émotions dans la voix et on fait des contenus plutôt tournés autour de la voix». Et puis on a lancé avec à peu près, entre 500 et 1 000, bêta-testeurs, et ça a pas du tout marché, on n'a pas eu de rétention et au bout d'un mois, on a fermé le projet, voilà. Le CTO a quitté la boîte et ça a démotivé tout le monde et puis, j'ai rencontré à peu près un mois et demi après le fondateur, enfin l'ex-fondateur de plusieurs startups et surtout un professeur à Centrale Supélec, donc l'école, où j'ai, été étudiant, et qui lui voulait monter une nouvelle boîte sur les émotions justement, et donc on s'est rencontrés, on a matché à ce niveau-là. OK, et du coup, c'est quoi les choses que tu as tirées de cette expérience? Alors donc ce que j'ai tiré de ces expériences, enfin la première expérience, c'est que en fait, on ne crée pas une startup parce qu'on résout son propre problème. Donc nous, c'était notre problème à nous. En fait, il faut d'abord répondre aux problèmes des autres, même si quand tu es toi-même utilisateur de ta solution, ça c'est une pertinence supplémentaire, mais en fait, c'est plutôt secondaire. Donc en fait, et souvent quand on est ingénieur justement, une des problématiques qu'on a, qui est une déformation, professionnelle, c'est qu'en fait, généralement, on résout nos propres problèmes. Et on a du mal à, aller dans la nature, sur le terrain et aller, investiguer si, le problème qu'on pense avoir, qu'on pense connaître a priori est bien le problème d'une population qui plus tard sera tes utilisateurs ou tes clients. Et donc à l'époque, on s'est dit: «Bah, nous, ça nous fait chier les réseaux sociaux, on n'en peut plus, ça a plus de sens la vie, il y a le changement climatique et cetera». Et donc on veut remettre du sens aux réseaux sociaux, et puis c'est aussi une idée facile, on a l'impression qu'on avait une communauté autour de nous et donc on s'est dit: «Bah, tiens, on va faire un produit là-dessus». Et ensuite, l'autre apprentissage, c'est qu'il faut bien s'entourer. Donc ça, moi, à l'époque, j'avais déjà compris qu'il fallait être entouré, d'avoir quand même une grosse équipe dès le départ. Grosse équipe, c'est au moins, être pas tout seul, et donc d'avoir un ou 2 autres cofondateurs, mais surtout bien sélectionner ses cofondateurs. Et l'erreur que j'avais fait, c'est que j'avais cofondé la boîte avec un de mes meilleurs amis, et ça, c'est une erreur que j'espère ne jamais refaire. Et notamment, on voit beaucoup de startups où tu as des, entrepreneurs, des cofondateurs qui sont potes. Enfin, en tout cas, ceux qui sont successful, souvent, ils ont déjà fait une boîte avant et donc ils sont un nouveau cofondateur pour une nouvelle boîte et donc ils sont meilleurs potes, on va dire, mais surtout par le travail. Et voilà, il faut que ça vienne d'abord par là plutôt que l'amitié qui permet de créer une boîte, parce qu'après, ça complique, toutes les choses. On voit aussi des entrepreneurs qui s'en sortent très bien, qui sont mariés, qui sont en couple et qui sont entrepreneurs. Voilà, mais c'est un petit peu des cas spéciaux et il faut pas généraliser. Et donc ça, c'était une des erreurs on a pu commettre. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as pas choisi d'entreprendre seul? Tu parlais comme quoi le fait d'être entouré, c'était quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi? Alors, si on entreprend seul, on est alors, enfin, comment on se place dans le monde? On est un petit peu, on a chacun notre îlot, et du coup, notre îlot, c'est notre biais qui est dû à notre histoire, notre expérience et à nos réflexions. Et quand on est solo founder, on est face, enfin, on n'a pas quelqu'un en face, pour nous challenger tous les jours. Et donc on va, enfin, pour moi, typiquement, si on parle de c'est quoi un bon produit à développer, finalement, c'est un chemin très long où on va converger vers le bon produit à force d'itération face à ses utilisateurs, mais aussi face aux gens qui réfléchissent à faire ce produit. Et donc quand on est tout seul, ça limite beaucoup et puis quand on voit que la recherche typiquement, c'est ça qui fait avancer beaucoup le monde, hein, en résolvant des problématiques intéressantes. Bah, la recherche, c'est ça, c'est des communautés de chercheurs. Et donc on n'arrive à rien tout seul. C'est vrai qu'on a l'impression de faire plus vite les choses quand on est seul, mais en fait on va pas plus loin. Donc voilà, il faut arriver à mixer les 2. Et en plus la beauté de l'aventure, elle réside quand on est plusieurs. Et d'ailleurs, ça c'est ce que disent un, Y Combinator, qui est l'accélérateur de startups le plus connu au monde, c'est que le premier job d'un CEO, c'est de trouver son premier cofondateur. Et si tu n'arrives pas à fédérer une équipe autour de toi, ça veut dire beaucoup de choses. Donc voilà, donc il faut, ça fait partie des prérequis en fait. OK. Donc peut-être une prochaine, un prochain voyage pour moi, parce que du coup, pour le moment, je suis seul entrepreneur. Ouais, bien sûr. Alors après, ça dépend ce que tu fais exactement. Mais bon, si tu es entrepreneur, on va dire, un peu style freelance, où tu as des missions pour des, disons que c'est difficile de faire de l'innovation, d'amener un nouveau produit et souvent des nouveaux usages tout seul. Voilà. Et en particulier, quand tu regardes comment fonctionne un peu cet écosystème de start-up, qui est pas un écosystème, dont je rêve, hein, pour moi, c'est malheureux, enfin, c'est plutôt malheureux aujourd'hui, la com qui est autour, parce que ça représente ça, on voit que ceux qui réussissent, on voit pas le travail et la difficulté qu'ont les autres, et le monde aussi des investisseurs. Mais on voit que il y a des critères très normés, hein. Pour lever des fonds, souvent, il faut faire un logiciel, un software as a service, donc un SaaS B2B, donc aller, vendre à une autre entreprise, et c'est ça qui va faire vendre avec des revenus récurrents, et surtout qui va permettre de lever des fonds. Et notamment, un des critères pour lever des fonds, c'est ça, c'est qu'il faut un solo founder, c'est un warning pour les fonds d'investissement. Donc malheureusement, quand on joue, dans un système, il faut respecter les règles de ce système, et donc c'est aussi une des règles de ce système.
Tout à fait, ouais. Du coup, dans la création de produits, c'est sûr que c'est important pour, avoir du coup ces prérequis qui permettent de débloquer des fonds et c'est essentiel quand tu veux développer un produit, je suppose. Exactement, ouais. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous parler du produit que toi sur lequel toi tu travailles en ce moment et de ce que fait ton entreprise? Parce que tu l'as vite fait évoquer, mais on n'en sait pas plus finalement. Ouais, alors nous, on travaille dans la santé mentale parce que peut-être commencer par là. Bah, c'est pareil, c'est un peu le cheminement de l'entrepreneur. Il faut partir d'une problématique et souvent, bon, je vais passer un peu de temps rapidement sur pourquoi la problématique c'est important, c'est que bah, c'est pas l'idée qui compte dans un projet, c'est vraiment la problématique que tu résous et du coup comment tu adresses bien cette problématique. Donc c'est plutôt la cohésion entre la problématique qui est lourde et le produit qui va répondre à cette problématique. Et ensuite, bah, si tu réponds avec de la valeur à cette problématique, tu crées un bon produit et c'est là où tu peux devenir Apple, quoi, entre guillemets. Bon, il y a d'autres choses à faire pour devenir Apple. Et l'idée, c'est que du coup, nous, on a cherché une problématique, ou plutôt on a repéré une problématique qui correspond à 3 critères. Un, volume. 2, painful, ça fait mal. Et 3, qui coûte cher. Qui coûte cher à quelqu'un, en tout cas, dans les parties prenantes. Et c'est la problématique de la prise en charge des troubles dépressifs, par exemple. Bah, il y a aujourd'hui, pour donner un seul chiffre, c'est 12,5% de prévalence. Chez les jeunes, c'est plutôt autour de 20. Chez les personnes âgées, c'est plutôt autour de 20. Alors qu'est-ce que tu veux dire par prévalence du coup? Bah, la prévalence, c'est, on va dire, c'est la proportion de la population qui porte la maladie, de manière, symptomatique ou asymptomatique, donc en fait qui exprime la maladie ou qui n'exprime pas, en tout cas qui la porte. Donc c'est quand même plus de 10 de la population, donc en France, ça fait plus de 6 millions de personnes et ensuite, en plus, c'est considéré comme sous-estimé. Maintenant, l'idée, c'est que un autre chiffre, 3,2 millions de patients sont sous antidépresseurs en France. Alors, on peut aussi être sous antidépresseurs pas parce qu'on est déprimé, parce que bon, les antidépresseurs peuvent être utilisés pour d'autres pathologies, mais ça donne aussi un chiffre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels on résout cette problématique. Et ensuite, qui s'occupe de ces personnes-là? Bah, elles-mêmes. Mais on voit que parce qu'elles sont déprimées, elles sont en difficulté pour s'occuper d'elles-mêmes. Et ensuite, bah, c'est des médecins ou des soignants. Et là, les médecins, il n'y en a que 15 700 des psychiatres en France. Il y a 90 000 généralistes, mais ces généralistes, bah, ils s'occupent de toute la population, ils sont en première ligne. Et ensuite, il y a un certain nombre d'hôpitaux, et les hôpitaux, évidemment, leurs moyens ont réduit depuis une dizaine d'années, et donc ils sont un peu aussi en galère. Et donc, bah, la problématique qu'on résout, c'est celle-là, quoi. C'est comment apporter une solution qui permet au patient de mieux se suivre, et au médecin de mieux suivre son patient, de mieux diagnostiquer, et de mieux adapter son traitement plus vite, et donc d'éviter derrière des rechutes. Donc on voit bien que la problématique, elle est importante. C'est aussi un coût financier, hein. Il faut savoir que, en termes de dépenses, ce qu'on appelle la médico-économie, donc l'analyse sur les critères médicaux et économiques de cette problématique, sont énormes. Donc tu as 200 milliards de dépenses chaque année en France, et ça augmente. C'est une augmentation de plus de 10% par an, des dépenses en santé mentale. Et c'est coupé à peu près en deux. Tu as la perte en qualité de vie. Donc en fait, quand tu es dépressif, bah, c'est un handicap généré dans ta vie. Et donc tu vas moins monter dans ta carrière. Voilà, il y a une inefficience globale. Et ensuite, tu as les coûts directs. Donc tu as les coûts en termes de maladie, en termes de prestations de soins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les coûts directs. Et ça, c'est la sécurité sociale. Et aujourd'hui, il faut savoir que la psychiatrie, c'est le premier poste de santé, le premier poste de dépense de la sécurité sociale. Et sachant qu'en 2023, c'était estimé à 23 milliards, et la psychiatrie, c'est à peu près 20 à 30% de ses dépenses. Donc c'est énorme, c'est plusieurs milliards. Et ensuite, derrière, il y a les pertes en productivité. Donc ça, c'est des pertes pour, on va dire, le PIB de l'État. Mais bon, moi, c'est pas trop ça qui me préoccupe. Mais voilà, pour dire qu'en gros, la psychiatrie, c'est 8% du PIB, quoi, en termes d'impact. Et donc, parce que le système est inefficient actuellement, et derrière, évidemment, il y a des patients qui souffrent, quoi. Et donc, nous, désolé, j'y arrive enfin, nous, on a développé une technologie. Alors, technologie et produit, c'est deux choses différentes. Du coup, je parlais de la technologie. Nous, on a une technologie qui permet d'estimer de manière automatique les émotions des patients, et ceci en continu, en utilisant leur téléphone portable ou leur ordinateur portable. Et donc, en reconnaissant les expressions faciales des patients, de manière complètement passive. En fait, bah là, on est en train de faire ce podcast, je suis monitoré par mon application. Et l'idée, c'est que, justement, je récolte des données plus objectives parce que récoltées de manière passive. Et on s'appuie sur le fait malheureux qu'aujourd'hui, en France, tu as 6h30 de temps d'écran par jour, coupé en 5 heures d'ordi et 1h30 de téléphone. On imagine bien que chez les jeunes, chez les adolescents, c'est pire. Et ben, on utilise cette donnée qui est finalement sous-exploitée à ce niveau-là. Alors, elle est surexploitée par TikTok, mais sous-exploitée pour faire du bien. Et donc, on va monitorer du coup les émotions en continu. Et c'est quoi les émotions? Le signal des émotions en continu, c'est l'humeur des patients. Et du coup, nous, la technologie qu'on développe, c'est une technologie d'estimation automatique de l'humeur, et donc qui permet de faire du diagnostic et du suivi, ou de l'autosuivi pour le patient. Et ça, les 3 dernières choses que je viens de citer, c'est le produit, en fait. C'est-à-dire un produit d'aide au diagnostic pour le médecin, un produit de suivi à distance pour le médecin. Tout ça, on le met sous le nom d'Hémocare pour l'instant. Et ensuite, un produit d'auto-suivi pour le patient. Et donc là, on vient d'avoir notre premier marquage CE en tant que dispositif médical le 31 mai 2024. Donc c'était il y a à peine 15 jours. Moins de 15 jours d'ailleurs.
Et là, c'est une solution d'auto-suivi, mais automatisée, parce qu'aujourd'hui, il y a un rationnel, notamment pour les patients qui sont atteints de troubles bipolaires. Les médecins, depuis des dizaines d'années, leur demandent de tenir des journaux d'humeur, où chaque jour, ils disent quelles émotions ils ont ressenties, quelle était leur humeur perçue. L'humeur perçue par le patient est hyper importante pour le diagnostic des médecins, mais c'est un biais, c'est parce que les médecins n'ont pas autre chose. Ils n'ont que du subjectif devant eux. Donc nous, on essaie d'apporter une objectivité dans le diagnostic et dans le suivi des patients, et on essaie aussi d'apporter cette objectivité dans la main des patients eux-mêmes pour qu'ils puissent s'auto-suivre de manière objective. Et donc il y a un effet d'objectivation, quoi. C'est un peu le principe de la balance connectée de Withings, c'est moi j'ai l'impression que je grossis quand je me regarde dans mon miroir, c'est ma subjectivité. Par contre, quand je regarde mes courbes qui sont reliées et connectées à ma balance, je vois que non, je suis dans la bonne direction. Voilà, on apporte de l'objectivité dans ce monde-là. OK, quand tu parles, ça se voit que tu es passionné et que c'est un sujet du coup qui te prend aux tripes. Ça fait du coup longtemps que tu bosses dessus et ça se ressent quoi, c'est cool. Et du coup, comment donc c'est un truc qui s'adresse plutôt à des patients qui sont suivis? Par exemple, moi, je pourrais pas télécharger l'application, pour l'avoir, je suppose. Et comment ça se passe du coup en termes d'expérience utilisateur ça? Oui, oui, alors pour l'instant, c'est un dispositif médical. Donc, si tu n'as pas un diagnostic. Alors, quand on fait un dispositif médical, on doit choisir des indications, ça veut dire des maladies que peuvent avoir le patient ou des troubles. Et aujourd'hui, on a quand même été assez large. On a l'anxiété, le trouble dépressif, unipolaire, c'est-à-dire les gens qui sont que déprimés s'ils ont la dépression, et le trouble bipolaire. Donc, ça, c'est quand tu as les deux pôles, la phase maniaque ou hypomaniaque ou la phase dépressive. On a mis donc les troubles anxieux, je l'ai dit. On a mis aussi, je crois, l'insomnie, la migraine, je crois, et peut-être des troubles de douleur chronique, hein, voilà. Donc on a été assez large, mais il faut avoir il faut une prescription d'un médecin, effectivement. Ton médecin, il peut être libre de te le prescrire sans même avoir posé un diagnostic, hein. C'est dans la liberté du médecin de considérer que c'est utile pour toi dans cette indication-là. Voilà. Mais ensuite, si tu veux la tester et que tu n'es pas déprimé, moi je viens de te dire, bon, il y a peut-être d'autres choses mieux à faire dans ta journée, mais si tu as à risque, tu penses que tu es à risque, c'est pertinent d'aller voir ton médecin ou d'aller voir un de nos médecins pour qu'il te le prescrive, pour que tu puisses auto-suivre. Et si tu n'es pas à risque, peut-être d'en parler à tes potes ou à ta famille, ou alors de participer à nos études cliniques. Voilà, ça pourrait être ça aussi. OK. Et du coup, comment ça se passe quand on installe l'application? C'est quoi les différentes choses qu'elle nous propose pour du coup suivre l'humeur au fil de la journée? Alors là, du coup, on parle vraiment du premier produit qui est sorti officiellement là. Enfin, d'ailleurs, il n'est pas sorti encore officiellement. Il est marqué CE, dispositif médical, on a le certificat, mais on l'a pas encore divulgué publiquement. Donc en fait, bon, je sais pas quand est-ce que va être publié le podcast, mais ce sera sûrement l'occasion d'en parler officiellement. Donc là, c'est vraiment l'application d'auto-suivi du patient. C'est-à-dire qu'en fait, on lui fournit le signal de son humeur, et donc il va pouvoir objectiver par rapport à son ressenti. Il va pouvoir renseigner ses activités au quotidien. Et derrière, il y aura une V2 où on va pouvoir corréler avec les données qui sont déjà collectées de manière passive sur le téléphone. Donc Apple Health, on a le nombre de pas par jour, le nombre de détaches que tu fais au cours de ta journée. Si tu as une montre Apple Watch, on a d'autres données. Et on va pouvoir aussi, du coup, permettre aux patients de se focaliser sur les activités qui lui font du bien et d'en mesurer l'impact. Ce qu'aujourd'hui est impossible à faire de manière objective. Et ensuite, le patient, il peut suivre au cours des jours et au cours des semaines son humeur. Donc ça l'aide à repérer peut-être une descente de son humeur et donc à prendre des actions. Et il peut aussi montrer ses données au médecin, donc pour que le médecin puisse aider. Voilà, c'est à peu près ça l'expérience utilisateur. Mais en détail, tu télécharges une application sur ton ordinateur comme, je sais pas, Skype à l'époque, Slack, je sais pas si on a d'autres exemples, Microsoft Explorer, Google Chrome, pour en citer plein. Et l'idée, c'est que c'est une application qui te monitore de manière passive, donc en fait, tu n'as rien à faire. Ça utilise la caméra de ton ordinateur. L'intelligence artificielle est vraiment dans l'ordinateur, hein. En fait, ça fonctionne même hors réseau. Et l'idée, c'est que du coup, par rapport au côté intrusif qu'on peut ressentir via cette solution a priori, mais qui n'est pas lié par le bénéfice qu'on peut en retirer quand on est un patient dépressif, qu'on a un risque de rechute énorme. Et celle-là, elle est sur un serveur et ça permet au patient de se suivre. Et donc, en fait, il fait ce qu'il veut. Le patient est sur son ordinateur, il va sur YouTube, il travaille, il est monitoré. Et ensuite, il a une interface qui lui permet de se suivre. Il visualise ses courbes. Donc vous avez accès à la caméra, mais est-ce qu'aussi vous avez accès à ce qui se passe sur l'écran pour corréler les deux ou pas, ou ce serait plutôt pour la V2? Alors non, on n'ira jamais, je pense, et j'espère, dans cette direction trop intrusive. Non, on s'intéresse juste aux expressions faciales du patient, et à partir de là, on mesure ses émotions, puis son humeur. Puis du coup, on peut en faire un diagnostic, entre guillemets. On n'ira jamais on va pas regarder ce que tape le patient. On a comme données que la caméra. Voilà, on regarde pas ce que fait le patient. Petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît et suggérez-moi des invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment. On reprend.
Lorsqu'on s'est appelé du coup pour organiser un peu ce podcast, il y a 2 sujets du coup qui sont sortis. C'est le fait que vous diagnostiquez pas, que vous faites de la détection du coup d'émotions via des marqueurs, si je comprends bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette partie-là? Alors j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Bon, le diagnostic, c'est vrai qu'il y a 2 mois quand on s'est, parlé pour la première fois, on parlait pas encore du diagnostic, mais là on va sortir des choses là dans les 12 mois qui arrivent par rapport à ça, parce qu'on a commencé à avoir des résultats intéressants. Mais il faut pas être présomptueux, donc on reste, voilà, humble. Mais l'idée c'est que nous, notre, technologie, on n'utilise pas de marqueurs. En fait, on mesure les émotions des patients en continu. Contrairement à nos concurrents ou même à la littérature de manière générale. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prélèvent par exemple un échantillon vocal de 2 minutes et ils font une analyse avec un modèle d'apprentissage, donc une intelligence artificielle, un modèle de machine learning donc profond, un réseau de neurones profond, avec plusieurs couches, et cetera, style un LLM, que tout le monde connaît maintenant. Ils prédisent quel est le pourcentage de probabilité d'avoir une dépression, par exemple. Ou pour les meilleurs, et encore on n'a pas de résultats publics aujourd'hui annoncés par nos concurrents, pour les meilleurs, ils te diraient est-ce que tu es en dépression légère, en dépression sévère, etc. Et donc ça, c'est du diagnostic ou du dépistage, ça dépend comment on le voit. Et l'idée, c'est que eux, du coup, ils ont un algorithme qui, à partir de l'audio en entrée, en sortie, te donne cette probabilité. Et du coup, c'est pas interprétable par les médecins parce que ça passe par des millions de neurones et c'est pas une fonction qu'on peut écrire à la main. Nous, on a une grosse différence par rapport à eux, c'est qu'en fait, nous, on a un signal. Et c'est le signal de l'humeur du patient qu'on mesure via une intelligence artificielle. Et en fait, cette intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mesure les émotions, comme la dépression. Et on a des indicateurs propriétaires privés, enfin secrets, que je ne vais pas dévoiler ici, qui nous permettent du coup d'être corrélés à 85%, par exemple, avec le niveau de dépression du patient. Et du coup, ces indicateurs qu'on a développés avec des médecins et en regardant des patients, ce qui était du coup monitoré par ce signal et qui passait les questionnaires standardisés qui sont le gold standard de mesure, qui sont la thèse de référence, on a pu développer ces marqueurs et les confronter du coup en clinique avec des patients pour prouver leur efficacité. Donc en fait, la grande différence, c'est l'interprétabilité de nos signaux en fait. Voilà. Ouais, vous avez pas une boîte noire en fait, l'objectif c'est que ce soit juste des signaux et ensuite les médecins ou même vous pouvez les interpréter de manière, la plus transparente possible en fait. Exactement. Et en fait, ces signaux même, en fait, en prenant un exemple, disons qu'on a un test, le standard qui permet de mesurer la dépression aujourd'hui, c'est l'évaluation du clinicien, mais c'est dur à quantifier. Donc le clinicien, il va dire dépressif, léger, modéré, sévère. Donc c'est pas très précis. Ça l'est, mais c'est déjà très fort, hein, mais c'est pas très précis. On a une échelle très connue au niveau mondial qui s'appelle la PHQ-9. C'est le Patient Health Questionnaire, qui reprend les 9 symptômes de la classification de l'OMS, ce qu'on appelle le DSM-5. Et ces 9 symptômes, eux, ils permettent de dire, de donner un score entre 0 et 27 de la dépression. Et du coup, nous, c'est ça qu'on prédit. On dit, le patient, il est à 9, entre guillemets. Il était à 9 il y a 2 jours, aujourd'hui, il est à 10. Et du coup, nous, on a en fait une PHQ-9, ce test-là, mais en continu. En fait, nous, on produit ces scores-là en continu. Donc, en fait, aujourd'hui, l'état de l'art, ce qu'on fait de mieux, aujourd'hui, dans les études cliniques, pour mesurer la dépression et suivre la dépression, c'est cette PHQ-9 qui est utilisée toutes les 2 semaines. Nous, en fait, on a un niveau de PHQ-9, on est capable de donner le niveau de PHQ-9 du patient tous les jours. Donc en fait, on est 14 fois plus fréquent en termes de mesure. Et ensuite, on va s'appuyer aussi sur la voix, parce que nos concurrents, ils utilisent la voix, c'est pas pour rien. C'est un défaut, la voix, c'est que c'est peu de données. Enfin, c'est peu de données, c'est-à-dire c'est 2 minutes d'échantillon vocal. Et on a ce problème-là qu'on a du mal à l'analyser. Nous, la force d'utiliser un signal, c'est que du coup, on peut avoir des indicateurs interprétables. Mais la voix, on est obligé de passer un peu par des IA ininterprétables. Nous, ce qui nous gêne, parce que le médecin étant le garant du savoir, entre guillemets, au niveau diagnostic, s'il n'est pas capable d'expliquer le chemin décisionnel de l'algorithme, ça lui pose des difficultés, et aux patients pareil. Mais du coup, en complétant avec la voix, on pourrait arriver à un diagnostic à terme en 2 minutes. Voilà. Mais ce ne sera pas interprétable. Donc l'entre-deux, c'est un compromis entre performance, temporalité et interprétabilité. OK et du coup, qu'est-ce qui fait que sur la voix, on peut pas faire un signal comme la reconnaissance faciale du coup? Dans ce cas-là, il faudrait écouter la personne tout le temps, quoi. Et ça pose des problèmes d'intrusion. Bon, les gens pensent qu'ils sont écoutés tout le temps, mais en fait, c'est des biais de perception. En fait, il y a un peu ce délire-là qu'on a, où on se dit, où tout le monde pense que Google nous écoute, par exemple. On pense ah bah tiens, c'est drôle, j'ai parlé hier soir lors d'un dîner d'un sèche-cheveux XY, et 3 jours après, j'ai une pub. Non, c'est qu'en fait, vous vous êtes pas rendu compte, mais il y a un reportage là, TF1, bon, c'est pas non plus des investigateurs TF1, mais qui raconte qu'en fait, c'est un biais de perception, c'est que dans ces 3 jours, on a aussi fait une recherche, soit des mots-clés très proches, soit on a envoyé un message à quelqu'un. Ouais, en tout cas, on a tapé quelque part quelque chose qui ressemblait à ce qu'on voulait ou ce qui est exactement ce qu'on voulait, et en fait, on reçoit une pub parce que ça, quoi. Ou alors, encore plus fort,
parce qu'en fait, on a des algorithmes de recommandation partout où on met nos pieds sur internet, qui analysent on va dire notre volonté. Donc sur YouTube, par exemple, en fait, il a deviné l'algorithme, il a prédit qu'en fait, on était intéressé par un sèche-cheveux, quoi. Mais c'est pas parce qu'on écoute notre voix. Aujourd'hui, ce serait une vraie violation et je pense que, en tout cas pour les Européens, les députés auraient déjà mis en place quelque chose contre. Donc, en tout cas, nos concurrents, ce qu'ils se proposent de faire, c'est d'utiliser la voix de manière ponctuelle, donc une fois par jour, par exemple, et d'enregistrer un comment allez-vous. Vous enregistrez pendant 1 minute et derrière, ça vous donne un outil de dépistage pour savoir si vous êtes déprimé ou pas. Et ça vous donne une manière de vous suivre. Le seul problématique, c'est que du coup, c'est quand même que 2 minutes de données. Il y a quand même des biais. Quand est-ce qu'on le dit? À quelles questions on répond? Est-ce qu'on est. Enfin voilà, il y a ces questions-là. Mais il n'y aurait pas assez d'informations sur le signal si c'est juste 2 minutes par jour par rapport à la détection continue de la caméra. Exactement. Et c'est ce que nous disent les médecins, hein. Nous, on l'a pas inventé, hein. Je vous retranscris juste ce que nous disent les médecins. Les médecins, ils veulent quelque chose d'interprétable, ils veulent quelque chose qui leur permette de suivre leurs patients et pas les diagnostiquer parce qu'ils considèrent qu'ils sont capables de les diagnostiquer. Bon, on a que du bon sens, quoi. Et la voix, ils trouvent ça chouette, mais pour du dépistage, parce que 2 minutes de voix, d'accord, mais c'est pas interprétable l'algorithme derrière. Et donc, laissons-le pour le dépistage. Et comme ça, si le patient est dépisté positivement, dans ce cas-là, il vient vers moi et c'est moi qui le diagnostique. Mais ouais, ça veut dire qu'on est hors parcours patient, quoi. Nous, ce qui est bien avec Emobot, c'est qu'on a construit la solution avec les médecins, on sait ce qu'ils veulent, c'est un signal du patient qui leur permet de suivre le patient quand ils ne voient pas le patient, justement, et au patient de se suivre pour objectiver, pour que lui-même s'objective son état, pour derrière améliorer la thérapeutique derrière. Et les médecins, ils veulent plusieurs signaux. Ils veulent notre signal là, de l'humeur avec la vision par ordinateur. Évidemment, ils trouvent ça génial. Mais, et quand on dit ils trouvent ça génial, c'est 80-90%. C'est pas non plus 100%, parce qu'il y en a qui sont pas adeptes de la technologie. Et puis même, parmi ceux qui disent 80%, il y en a aussi qui sont pas adeptes de la technologie, mais quand on leur montre ce qu'on a, les résultats qu'on a, les courbes qu'on a, ils deviennent adeptes en tout cas de notre produit. Et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'avec la voix, il y a cette problématique-là comme je l'ai dit tout à l'heure, de non-interprétabilité. Ça les aide pas parce qu'en fait, eux, le patient, s'il faut lui demander comment il va, ils peuvent le faire. Maintenant, il y a une question d'accessibilité. Et ça, c'est peut-être la vraie réponse. C'est que pourquoi ces solutions sur la voix ou comme nous sont intéressantes? Avant tout, c'est parce qu'on permet au patient d'avoir accès à un retour sur son état objectif. Et aujourd'hui, on voit, par exemple, je donne un seul chiffre, les adolescents, aujourd'hui, ils doivent attendre 116 jours pour avoir une première consultation en CMP, en centre médico-psychologique, donc CMPP pour les enfants, quand c'est 21 jours en moyenne sur le territoire pour les adultes. Donc on voit pour une partie de la population, ils n'ont pas accès à un diagnostic. Donc ça, c'est quand même assez grave. Par contre, si vous avez les moyens, vous pouvez aller voir un psychiatre en libéral, mais il faut quand même payer le prix de la consultation. Alors, quand vous êtes enfant, ça va parce que c'est gratuit, c'est pris en charge, jusqu'à 25 ans. Mais quand on est adulte et qu'on a une dépression, là, soit on a accès à un médecin psychiatre en libéral dans 3 semaines ou 1 mois, et c'est long déjà. Vous pourriez potentiellement vous suicider pour les patients si vous avez une dépression sévère. Si vous n'avez pas les moyens d'aller voir un libéral parce que c'est cher, hein, quand on est adulte, hein, c'est en secteur 1, 70 € et je crois que la prise en charge elle est pas complète, hein. Et en secteur 2, c'est 110 € pour 30 minutes à peu près, ou 25 minutes. Enfin, il faut mettre 110 € dans une consultation quand même. Et du coup, l'utilisation de l'application, a priori, ça coûte moins cher pour les patients. Est-ce que c'est gratuit parce que vous avez le truc CE ou comment ça se passe par rapport à ça? Ouais. Alors le marquage CE, c'est juste une autorisation à prescrire cette solution pour les médecins. Derrière, nous, on a dû valider un dossier qui détaillait les risques de notre solution, les bénéfices de notre solution, la solution en tant que telle. Et du coup, on doit répondre à des normes européennes, parce qu'il y a une harmonisation européenne. Et le marquage CE ne nous donne pas accès à un remboursement, parce qu'en fait, donc dans la tête des Français, et moi je trouve ça normal, la santé doit être gratuite. Donc une solution comme la nôtre, si elle est gratuite, c'est bien comme elle a un coût pour nous, et qu'on est une entreprise, on doit quand même aussi pour croître et aller chercher plus loin des meilleures solutions, on doit donc faire une marge. Et cette marge, elle nous permet, pour l'instant on ne distribue pas de dividendes aux actionnaires, parce que une startup ne distribue pas de dividendes aux actionnaires, sauf au moment où elle est incorporée dans un grand groupe, et là elle devient une business unit en tant que telle. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est gratuit pour le patient, c'est bien quelqu'un qui paye. Et ce qui paye, c'est la sécurité sociale et les mutuelles. Nous, aujourd'hui, on n'a pas encore déposé le dossier pour demander un remboursement auprès du coup, de la sécurité sociale. On le fera du coup courant 2025, avec des études cliniques supplémentaires apportant des preuves. Et en attendant, du coup, là, on va lancer 3 mois gratuits d'utilisation de notre solution pour les patients. Et l'échange, c'est quoi? C'est notre première version. On veut fédérer une communauté de patients, de l'usage, des feedbacks. Et derrière, ça nous permet aussi de collecter des données supplémentaires, hein, au niveau clinique, avec l'acceptation et le consentement du patient, évidemment.
Et ça nous permet de mieux comprendre comment résoudre les problématiques, améliorer notre solution, en échange de la gratuité de notre solution pendant 3 mois. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on réfléchit aujourd'hui à mettre en place, on étudie comment on pourrait mettre en place un modèle économique entre le gratuit et le remboursement pour le patient. Voilà. Après, on sait aussi qu'il y a il y a une sous-population qui pourrait payer. Je vous donne un exemple. Les patients adolescents, leurs parents ne veulent pas évidemment qu'ils soient déprimés, ils ne veulent pas qu'ils soient anxieux, donc ils sont prêts à mettre la main à la poche pour acheter notre solution. Maintenant, par définition, quand on est déprimé, soi-même, on ne va pas faire payer au patient par définition, parce qu'il est déprimé, il n'est pas forcément motivé. Donc il sera peut-être pas motivé à payer. Maintenant, il y a aussi une question, mais là, c'est un effet pervers qu'il ne faut pas qu'on exploite. C'est pour ça qu'il faut qu'on demande un remboursement, parce que c'est ça notre mission, c'est faire en sorte que la sécurité sociale prenne en charge, parce que derrière, en remboursant notre solution, ça lui coûte moins cher dans la prise en charge globale de la santé des Français. Mais l'effet pervers, ce serait, parce qu'on est déprimé, on a peur de faire une rechute une fois qu'on est sorti de notre dépression, donc on est prêt à tout pour éviter une rechute, et donc notre solution pourrait éviter cette rechute, et donc on est prêt à payer. Voilà. Mais de toute façon, voilà, à long terme, ce sera la sécurité sociale qui paiera notre solution. OK, et ça, du coup, c'est le genre de choses qui mettent combien de temps à peu près à se mettre en place? Parce que donc, a priori, je pense que l'épisode sortira dans 1 mois. Est-ce que tu penses que du coup, ce serait envisageable à cette, échelle-là, ou c'est plutôt 6 mois ou 1 an pour, valider ce genre de dossier? Un remboursement, ce sera dans 2 ans, là, pour donner un ordre de grandeur. OK. Oui, il y a du temps, hein, il y a du temps. Donc, oui, non, ce sera dans 2 ans. C'est pour ça qu'en fait, nous, en tant qu'entreprise, on peut essayer quand même, entre guillemets, mais ça a du sens, hein, mais là, je vais être un petit peu provocateur. On peut chercher des gens qui sont prêts à mettre la main à la poche, et ce seront plutôt des entreprises. Et je vais donner un exemple. Aujourd'hui, nous, on a une PHQ9 en continu, on a une mesure de l'état du patient en continu, qu'on continue à valider cliniquement. Donc là, on lance une grande étude clinique là, avec des acteurs importants. Et l'idée, c'est que cette PHQ9, cette échelle, est déjà utilisée dans plein d'études d'industrie pharmaceutique pour développer des thérapies, à la fois parce que c'est un marqueur de l'efficacité de leur thérapie, mais aussi parce que c'est un marqueur du bien-être, parce que la dépression, on peut l'avoir comme l'inverse du bien-être. Et donc là, au lieu d'avoir une échelle qui peut être utilisée que toutes les 2 semaines et donc qui est peu précise, on va pouvoir avoir une échelle continue. Et donc, c'est une valeur ajoutée pour les industries pharmaceutiques qui mettent plein d'argent pour développer des thérapies, des molécules, et ils ont un budget R&D important. Et donc, si nous, on leur apporte une plus-value, évidemment, il y aura un échange financier. Et donc, c'est ça qui va se passer, à mon avis, dans les 2 ans qui arrivent. OK, donc c'est actuellement, en fait, vous avez niveau financier, vous avez une situation un peu précaire parce que, il faut vendre et que c'est un peu compliqué, du coup, parce que c'est dans le domaine de la santé mentale. Mais pour la suite, vous voyez, vous avez une idée de qui paiera, et a priori, ce sera quand même gratuit pour les patients? Oui, oui, c'est ça. Donc en fait, là, les patients, ça va rester gratuit pendant quelques mois. Ensuite, on verra s'il n'y a pas une sous-catégorie pour qui, logiquement, payer la solution pourrait avoir du sens. Mais de toute façon, c'est le volontariat, hein. Je paye ou je paye pas, c'est ma décision, entre guillemets. Et ensuite, en parallèle, nous, on va travailler avec les industries pharmaceutiques. Et on a déjà des industries qui sont venues nous voir, hein, sur des maladies précises. Et ça va être comme ça qu'on va se financer. Et en parallèle, évidemment, c'est les jeux des startups pour financer nos études cliniques. Parce que nous, une startup, pourquoi on lève des fonds? Seule raison, c'est que quand il faut faire une étude clinique qui coûte 1,5 million, nous, quand on n'a pas fait de chiffre d'affaires avant, on ne peut pas la financer sans lever des fonds. Donc voilà, on est obligé de lever des fonds. C'est pas forcément pas par plaisir qu'on lève des fonds, hein. C'est parce qu'on a besoin de finances, et réciproquement, les fonds d'investissement, ils financent des projets qui ont besoin d'argent, et ils font un retour sur investissement, ce qui est leur jeu, voilà, ce qui leur plaît à eux. OK, je vois, ouais, c'est intéressant, du coup, d'avoir ce point de vue interne du monde des startups, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. Je pense qu'il faut parler à à des personnes qui ont fondé des startups pour, avoir une idée globale du système économique. Et dans le milieu de la santé mentale, où tu fais pas de la santé tout court, où tu fais pas de chiffre d'affaires au début pendant longtemps, du coup, c'est intéressant d'avoir ce côté investissement qui permet à la structure de vivre. Exactement, ouais. Oui, oui, nous, en fait, on pourrait se demander aujourd'hui, donc là, on n'a pas annoncé encore notre première levée de fonds, mais on va le faire bientôt. Nous, ça fait 2 ans qu'on vit, on a quand même fait un peu de chiffre d'affaires via, des applications, des usages dans des EHPAD de notre solution. En gros, à peu près autour de 100 000 € de chiffre d'affaires. Mais on est 10 chez Mobot, à temps plein. Il faut imaginer comment on finance une équipe de 10 personnes à temps plein. Même si tout le monde était payé au SMIC, on voit bien qu'avec 100 000 €, on ne tient pas 2 ans. Et tout le monde n'est pas payé au SMIC parce qu'évidemment, nous, on doit recruter des meilleures personnes. Et donc, c'est la loi du marché, quoi, entre guillemets. Donc, on se finance il y a par divers moyens. On se finance par, moi-même, j'ai mis de l'argent dans l'entreprise, un certain montant. Mais bon, on comprend bien, comme je suis jeune, que j'ai pas pu mettre beaucoup.
Ensuite, il y a des organismes comme BPI, donc la Banque publique d'investissement, BPI France, qui nous finance parce qu'on a un caractère deep tech. En fait, tout l'argent qu'on dépense, c'est pour la recherche, actuellement, pas pour le développement commercial, parce que la solution n'existe pas, entre guillemets, enfin n'existait pas. Et encore, on a plein de validations cliniques à porter. Donc là, on a des financements en termes de subventions, mais on doit faire des dossiers très lourds qui sont pas sûrs d'aboutir. Et donc derrière, il y a même maintenant des cabinets de consulting qui vous font ces dossiers, ils prennent des pourcentages, hein, donc tout le monde fait son beurre un peu là-dessus. Et ensuite, on doit, pour les gros financements, on doit lever des fonds. Voilà. Et donc là, il faut faire face aux méchants venture capitalistes, donc les investisseurs en capital risque, qui sont pas si méchants, mais ils sont malins, quoi. Et heureusement qu'ils sont malins parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. Donc là, c'est une autre paire de manches. Et donc moi, c'est ma mission en tant que telle, quoi. Parler à ces gens-là pour obtenir leur argent et leur proposer un plan de financement qui, derrière, mènera vers une route qui leur apportera de l'argent. Et du coup, c'est un rôle qui te plaît de faire cette communication entre du coup ton entreprise et les investisseurs? Oui, oui, en vrai, ça me plaît énormément. C'est très, ça prend énormément de temps. En fait, c'est ma mission, hein. D'ailleurs, si vous voulez devenir entrepreneur, votre première mission, ce sera donc recruter un cofondateur. Et la deuxième, c'est trouver de l'argent. Et donc, idéalement, trouver des clients. Mais quand on fait un logiciel pour optimiser les systèmes de recrutement ou, je sais pas, de ressources humaines, là, on trouve de l'argent rapidement parce qu'on a des clients. Nous, en santé, comme on l'a dit, c'est plus compliqué parce qu'il faut des autorisations, donc de faire des validations cliniques avant. Et ensuite, pour être remboursé, il faut faire d'autres validations cliniques ou apporter des grosses preuves. Et donc, moi, ma deuxième mission, c'était bon, j'ai trouvé des clients au départ, on continue à avoir des clients, donc dans les EHPAD, des groupes d'EHPAD, mais on voit que, bon, en ce moment, le secteur est en crise, donc ça ne nous pousse pas, hein, on n'a pas le vent, on n'a pas le vent derrière nous. Et ensuite, du coup, troisième option, trouver des investisseurs. Et donc, trouver des investisseurs, c'est faire face du coup à ce monde-là, et c'est très intéressant, hein. Oui, oui. Il y a plein de fonds d'investissement, ils ont un fonctionnement à peu près similaire. C'est beaucoup d'humains, hein, c'est de la relation humaine avant tout. Et là, il faut leur apporter des éléments rationnels et irrationnels pour les convaincre. Et donc là, ça se fait sur plein de points de vue. Il faut les convaincre qu'on a la bonne équipe, il faut les convaincre qu'on a le bon projet, il faut les convaincre qu'on va dépenser logiquement leur argent avec un business plan. Il faut aller les chercher, il faut se faire connaître, il faut jongler avec leurs demandes. Ils posent toujours des questions qui sont toujours des questions détournées, donc il faut les comprendre. Et il y a un petit jeu à jouer, ils jouent un jeu, on joue un jeu avec eux. Et puis à la fin, si tout va bien, ils mettent de l'argent, on leur donne une partie de notre entreprise. Et voilà. Toi, comment tu sens le fait que du coup, vous avez demandé de l'argent et du coup, il y a une partie de l'entreprise qui ne t'appartient, enfin, qui ne vous appartiendra plus? C'est les jeux, c'est pas le jeu de la démocratie, mais presque, hein. Pour que le projet il aille dans la main des patients et des médecins, il y aura ces contraintes-là. Nous, aujourd'hui, on a 100% de notre capital, les cofondateurs, on est très contents, mais on a 100% de nos capitales avec peu de moyens. Donc pour qu'on ait des moyens, il faut qu'on lâche des actions, des parts de notre entreprise. Et puis bon, normalement, si tout va bien, et encore, hein, je ne sais plus quelle était la probabilité, mais je crois que si on part de zéro, on a 0,6% de chance d'être acheté à un moment en tant que start-up. Donc c'est faible. Donc c'est fait 1 sur 150 à peu près. Et encore, c'est des start-up qui vivent un certain temps, hein. Mais après, parce qu'il y a beaucoup de startups qui font pas en réalité grand-chose, qui sont pas vraiment des startups, en tout cas qui ne sont pas des entreprises. Et là, on lâche du coup des parts petit à petit. Puis à un moment, on se retrouve à avoir lâché plus de la majorité du capital à des investisseurs. Donc c'est eux qui ont le contrôle. Mais comme ils sont plusieurs différents, finalement, il n'y en a pas un qui a contrôle, il faut qu'ils se réunissent ensemble. Donc c'est pas non plus si facile pour eux. Puis à un moment donné, on est racheté, soit on introduit en bourse. Mais ça, c'est un parcours compliqué, hein. Donc en fait, souvent, on remplace le CEO. Donc en fait, on me dira bye bye Tanel, merci beaucoup pour les 5 ans qu'on a passé ensemble, mais on va prendre quelqu'un de compétent pour la suite. Et je serai très heureux pour emmener une équipe plus large, etc. Ou alors, on sera racheté par un groupe qui aura des intérêts à nous racheter. Et là, on sera aussi content, même si j'ai 3 fois moins de proportion dans le capital à la fin. Si on est racheté 20, 50, 100 millions, 300 millions, j'aurai un pourcentage de ce montant-là. Et donc, je vivrai très bien à un moment donné, idéalement. Voilà. Mais en attendant, avant de vivre très bien comme ça, on se sacrifie un peu, on se paye moins que nos employés, littéralement. Et on recrute toujours des gens qui nous coûtent plus cher parce qu'ils sont de plus en plus compétents, et ça, c'est génial. Et on s'augmente petit à petit au fur et à mesure de nos moyens, d'augmentation de nos moyens. Donc, par exemple, par des levées de fonds. Et l'idée, c'est que on fait ce sacrifice parce qu'on sait qu'il y a une chance, rikiki, mais il y a une chance qu'à un moment, notre produit soit dans la main des patients et des médecins, qu'on soit racheté par un groupe qui aura mieux le distribuer que nous pour atteindre la plus grande partie du marché. Et donc, répondre au problème de manière très large. Et nous, on sera remerciés, littéralement, au sens politique, avec de l'argent, parce que voilà, on a fait ce pari, on a pris notre risque, et on a créé de l'emploi, et voilà.
OK et du coup, ouais, c'est un truc qui te conviendrait de lâcher la boîte, tu te vois pas dans le futur, continuer à être CEO et du coup t'occuper toi de la distribution du produit? En réalité, non, déjà parce que je pense que j'en ai pas l'expérience. Alors mais du coup, on va me dire: «Mais tu l'auras quand du coup l'expérience?» Si tu le fais pas maintenant, parce que si tu recrées une startup après, tu pourras du coup dire que la même chose. Bon déjà je suis jeune, donc en fait ce qui se passe c'est que de toute façon c'est comme ça que fonctionne le système. Le système il fonctionne avec des levées de fonds, et on sait très bien que les CEO ou les cofondateurs de manière générale, les fonds d'investissement ils savent très bien qu'ils sont capables d'amener la startup jusqu'à un, 2 ou 3 tours d'investissement et au bout d'un moment, l'équipe est tellement grande qu'il faut mettre un directeur général chevronné, pour, tenir le «fouet» entre guillemets, je rigole. Mais voilà, quelqu'un qui a de l'expérience pour mener une équipe, robuste parce que nous les cofondateurs, on est là pour lancer une boîte pendant plusieurs années. On est là pour trouver les bonnes idées qui répondent à la problématique, créer le produit, mais ensuite on est des bons «innovateurs» entre guillemets, mais on n'est pas des bons, «chefs d'entreprise» entre guillemets. Enfin, on est bons chefs d'entreprise jusqu'à une certaine taille où en fait après ça nous dépasse et on a des gens bien plus compétents, qui ont dirigé des équipes à plusieurs centaines de personnes, qui, seront là pour amener la boîte à grande échelle et ce serait, aujourd'hui m'avancer de me dire que moi je suis capable de le faire et d'ailleurs la question c'est: «Est-ce que moi-même j'ai envie de le faire?» quoi. Parce que c'est là le kiff c'est d'aller tous les jours voir une équipe de 10 personnes, peut-être ce sera la même chose à 50 personnes ou 100 personnes, mais au-delà aujourd'hui je sais pas a priori si j'aime faire ça et d'ailleurs je pense pas que bon même si en tant que CEO, j'ai ce rôle de manager général dans l'entreprise, donc de leader aussi général, mais je sais pas si à 100 personnes, j'aurai les compétences. Ça c'est des compétences qui viennent avec l'expérience, donc voilà. En tout cas a priori pour l'instant, si on prend les statistiques donc ça dépend pas de moi, ce qui se passe c'est que le CEO est éjecté, parce on prend un vrai CEO chevronné, qui va faire d'une start-up une vraie entreprise avec ou alors une partie d'un groupe et c'est ça qui est fait généralement, quoi. C'est même pas ça ne dépend même pas de moi, en fait, c'est même pas moi qui prendrai la décision. Après parce qu'on a l'impression quand on n'est pas dans le monde des startups, et je souhaite tout le meilleur de pas l'être dans ce monde-là, hein. C'est intéressant, mais il y a plein aussi de choses qui sont pas intéressantes. Mais on voit par exemple le PDG de Airbnb, qui est aussi son fondateur, Brian Chesky, bah, ou Mark Zuckerberg ou Elon Musk. Ouais, ces gens-là, c'est des cas spéciaux. Et d'ailleurs, Elon Musk ne fait pas vraiment des startups. Enfin, on pourrait discuter, mais on prend Brian Chesky avec Airbnb. Donc, ils valent, je ne sais plus combien dizaines ou centaines de milliards aujourd'hui. Et il est toujours CEO. Mais est-ce que ça fait vraiment du bien à ses employés qu'il soit toujours CEO? Enfin, moi, j'ai des infos en interne, par exemple. En vrai, c'est une vraie question à se poser. Voilà. Donc, je ne sais pas aujourd'hui. OK, je vois donc un avenir prometteur. Tu sais pas vers où ce sera, mais a priori, c'est prometteur. En plus, vous avez des résultats. Vous êtes en train de sortir les différentes choses, donc c'est trop bien. Bah, du coup, je te propose qu'on termine cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager pour la fin? Bah, ouais, merci beaucoup. Bah, déjà, de partager un remerciement de m'avoir invité dans ce podcast, c'était très intéressant. Je te remercie pour tes questions, très, pertinentes et je pense qu'ils nous ont ouvert à une discussion intéressante pour nous-mêmes et surtout pour les auditeurs. Bah, partagez Emobot, hein, EMOBOT. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn surtout parce qu'on est une entreprise, donc on est sur LinkedIn. On n'est pas trop sur les réseaux sociaux. Nous suivre aussi sur internet, hein, il y a des articles de presse qui sortent parfois, comme, hier ou aujourd'hui, je sais plus, dans Les Échos. Et ensuite, bah, nous, ce qu'on veut partager, c'est, bah, la problématique de la santé mentale, hein. C'est, quelque chose faut la sortir du déni. Ça fait du mal aux gens et on peut, très bien, soi-même, agir, à tout niveau avec l'acculturation, en sensibilisant les gens, sinon on est plus expert que l'autre et en amenant aussi des personnes autour de nous qui pourraient être en souffrance vers des médecins ou vers des psychologues aussi, il ne faut pas les oublier. Et ensuite, bah, nous, notre solution, un jour, elle sera déployée à large échelle, on l'espère, et peut-être que ça vous touchera vous. Et si ça vous touche vous, j'espère qu'on vous apportera quelque chose de bien. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci Arnaud, à bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur le podcast et en nous proposant des idées d'invités en commentaire.